Pour pouvoir évaluer ma vitesse, je tiens compte de mon environnement, comme par exemple du défilement du paysage, du bruit du moteur et des pneus, du bruit de l'air, etc. Mais ces informations sont trompeuses. L'impression de vitesse à 90 km/h sur une route étroite, bordée d'arbres ou d'habitations, est plus importante qu'à 130 km/h sur une autoroute. De plus, j'ai toujours tendance à sous-estimer ma vitesse. Lorsque j'ai roulé vite pendant quelques minutes, longue ligne droite ou sur autoroute, donc je m'habitue à la vitesse. Lorsque je circule la nuit, sur une chaussée non éclairée, absence de relief. Lorsque je suis fatigué ou que j'ai bu de l'alcool. Le compteur est l'instrument qui me permet d'avoir une mesure objective de la vitesse exprimée en kilomètres par heure. Par exemple, 50 km/h. En restant à cette vitesse, je vais parcourir 50 km en 1 heure. En exprimant la vitesse en mètres secondes, on obtient une autre valeur. Pour cela, je multiplie par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse. Exemple, 50 km/h égale 5, multiplié par 3 égale 15 mètres par seconde. À chaque seconde, je fais 15 mètres. C'est la même vitesse, mais cela ne donne pas du tout la même impression. Plus la vitesse augmente, plus le champ de vision exploitable se rétrécit. Certains indices échappent alors à ma vigilance. Les informations qui parviennent à mon cerveau sont plus nombreuses, mais plus brèves. J'ai de plus en plus de mal à les analyser. En modérant ma vitesse en ville par exemple, la vision périphérique s'élargit. Je repère mieux les indices, je perçois les piétons, j'anticipe plus facilement. On voit par là que la vitesse maximale n'est pas la vitesse à laquelle je dois toujours circuler. L'impression de vitesse et la présence d'autres usagers doivent me faire adapter en toutes circonstances ma vitesse, c'est-à-dire ralentir. Quand ma voiture roule, elle accumule de l'énergie. Elle a un élan. Cet élan continue de faire avancer la voiture, même lorsque je n'accélère plus. Cela s'appelle l'énergie cinétique. Pour ralentir ou s'arrêter, cette énergie doit être éliminée soit toute seule, en enlevant le pied de l'accélérateur, mais cela est très long, soit en chaleur lors d'un freinage, soit par déformation lors d'un choc. L'énergie cinétique est proportionnelle au poids du véhicule. Plus un véhicule est lourd, plus il accumule d'énergie cinétique. L'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse. Plus je roule vite, plus l'énergie cinétique s'accumule. Quand la vitesse double, l'énergie cinétique est multipliée par 4. À 30 km/h, ma voiture de 1000 kg a une énergie cinétique de 3,5 tonnes. À 60 km/h, ma voiture de 1000 kg a une énergie cinétique de 14 tonnes. Quand la vitesse triple, l'énergie cinétique est multipliée par 9. À 30 km/h, ma voiture de 1000 kg a une énergie cinétique de 3,5 tonnes. À 90 km/h, ma voiture de 1000 kg a une énergie cinétique de 31,5 tonnes. Quels sont les effets directs de l'énergie cinétique sur ma conduite? Elle rend le freinage plus long. Elle rend plus difficile le changement de trajectoire. Elle augmente les dommages aux personnes et les dégâts aux véhicules en cas de choc. L'énergie cinétique, l'élan mis dans la voiture, est très utile pour la faire avancer en ligne droite. Mais dès que ça tourne, cette énergie tend à la faire continuer tout droit dans les virages. La force qui pousse ma voiture vers l'extérieur de la courbe s'appelle la force centrifuge. Si l'adhérence est suffisante, mon véhicule tourne. Si la force centrifuge est plus forte que l'adhérence, la voiture dérape et quitte sa trajectoire. La force centrifuge augmente lorsque le véhicule est chargé, lorsque le virage est serré, et comme le carré de la vitesse. Elle est multipliée par 4 lorsque la vitesse double, à 70 km/h,
elle est déjà 2 fois plus forte qu'à 50 km/h. Pour combattre la force centrifuge, je dois tout simplement ralentir avant le virage. Je dois adapter ma vitesse en fonction de la visibilité, de la courbe du virage et de la force centrifuge. Certains virages sont plus dangereux que d'autres. Par exemple, un virage situé en descente ou dont le profil est en dévers négatif, c'est-à-dire lorsque la chaussée est en pente vers l'extérieur du virage. Dans ce cas, force centrifuge et dévers s'additionnent. Certains véhicules sont équipés d'un dispositif qui corrige automatiquement la dérive de la trajectoire en freinant l'une des roues du véhicule. Ce dispositif ESP, Programme électronique pour la stabilité, assure ainsi la stabilité du véhicule en courbe. Le temps de réaction est la période qui s'écoule entre le moment où je perçois un indice, prévu ou imprévu, et le moment où j'agis. La durée moyenne de cette période est pour un conducteur en forme d'environ 1 seconde. Durant cette seconde, le véhicule continue à rouler à la même vitesse. À 50 km/h, il parcourt environ 15 mètres avant que je ne commence à freiner. La durée du temps de réaction peut être doublée, 2 secondes, ou triplée, ou plus encore, lorsque ma vigilance diminue à cause de la fatigue, des soucis, de la consommation d'alcool ou de drogue, de certains médicaments. Le temps de réagir, il est déjà trop tard. La distance parcourue pendant le temps de réaction dépend de la vitesse. Un calcul rapide me permet d'évaluer la distance parcourue durant cette seconde. Je multiplie par 3 le nombre des dizaines de la vitesse. L'anticipation est le seul moyen de gagner quelques mètres lors du temps de réaction. Comment? Lorsque je suis dans une situation que je juge peu sûre, je place le pied devant le frein, ce qui me permet de gagner les quelques mètres nécessaires pour éviter un accident. Même à très faible vitesse, aucun véhicule ne peut s'arrêter sur place. Il lui faut toujours une certaine distance. Cette distance est dite distance de freinage. C'est la distance parcourue entre le début du freinage et l'arrêt complet du véhicule. La distance de freinage dépend de l'adhérence, de la vitesse et du poids du véhicule. La meilleure adhérence s'obtient sur une chaussée sèche et plane avec des pneus en bon état. Selon le type de revêtement, elle peut beaucoup varier si la chaussée est humide, boueuse, gravillonneuse, recouverte de feuilles et bien sûr s'il pleut, s'il neige ou en présence de verglas. Lorsque l'adhérence est réduite, la distance de freinage est allongée. Sur route mouillée, la distance de freinage est multipliée par 2. La vitesse est le facteur déterminant pour la distance de freinage. La distance de freinage varie avec le carré de la vitesse. Plus la vitesse est élevée, plus grande est la distance de freinage. Quand la vitesse double, la distance de freinage est multipliée par 4. Le poids global du véhicule et ou de sa remorque joue aussi sur l'allongement de la distance de freinage. Je dois donc en tenir compte si je transporte des passagers ou un chargement lourd ou lorsque je tire une caravane par exemple. En tenir compte, c'est anticiper en ralentissant bien avant d'avoir à freiner. Lors d'un freinage, les roues bloquées glissent sur la route et allongent d'autant la distance de freinage. L'ABS pallie cet inconvénient. Le calculateur empêche les roues de se bloquer et permet de conserver l'adhérence et par là de contrôler la distance de freinage. La distance d'arrêt, c'est la distance que je parcours entre l'instant où je détecte un indice ou un danger et celui où mon véhicule s'immobilise complètement. C'est donc l'addition de la distance parcourue pendant le temps de réaction et de la distance parcourue pendant le freinage. À 50 km/h, avec un temps de réaction d'1 seconde, je parcours 13 mètres environ, puis durant le freinage, je parcours 12 mètres environ. Au total, j'ai besoin de 25 mètres pour m'arrêter.
La distance d'arrêt dépend du degré de vigilance du conducteur. Le temps de réaction peut varier d'une demi-seconde, 2 ou 3 secondes ou plus. De l'adhérence, sur route humide il faut ajouter 50% en plus, et surtout de la vitesse. Plus je roule vite, plus longue sera ma distance d'arrêt. Un calcul rapide me permet de calculer approximativement la distance d'arrêt. Je multiplie par lui-même le chiffre des dizaines de la vitesse. Par exemple, à 50 km/h sur route sèche, 5 x 5 égale 25 mètres, distance d'arrêt réelle, 26 mètres. Le même calcul, en ajoutant la moitié de la distance d'arrêt, me donne cette distance sur chaussée humide. Pour évaluer cette distance, je prends un repère sur le côté de la route, un arbre ou un poteau par exemple. Lorsque le premier véhicule passe à sa hauteur, je compte en prononçant 1 seconde, 2 secondes. Si j'arrive à la hauteur du repère à la fin du décompte, la distance de 2 secondes est correcte. En revanche, si j'atteins le repère avant d'avoir fini de compter, alors ma distance de sécurité est insuffisante. Sur autoroute, je peux me servir des marquages de bande d'arrêt d'urgence pour faire cette estimation. À 130 km/h, je dois laisser un intervalle correspondant à 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence et un espace. Les traits faisant 39 mètres et l'espace 13 mètres, 39 plus 13 égale 91 mètres, ma distance de sécurité est bonne. Un trait, danger, 2 traits, sécurité. Pour estimer approximativement la distance qui me sépare du véhicule devant moi, je multiplie le chiffre des dizaines par 3, comme pour le temps de réaction, puis par 2 pour la seconde supplémentaire de sécurité. À 50 km/h, cela donne 5 x 3 égale 15 mètres, 15 x 2 égale 30 mètres. Ce tableau montre les distances de sécurité minimales en fonction de la vitesse. Mais il existe aussi des distances réglementaires prévues par le code de la route. Les voici. Et attention, le fait de ne pas respecter les distances de sécurité réglementaires peut entraîner une amende de 4e classe, une perte de 3 points et une suspension du permis de conduire pour 3 ans ou plus. Un panneau peut aussi m'obliger à respecter une distance de sécurité minimale. Dans les franchissements de ponts, de zones de danger particulières, dans un tunnel, ce panneau impose une distance minimale de 70 mètres entre deux véhicules. Attention, dans un tunnel, cette distance doit aussi être respectée à l'arrêt dans une file de véhicules. Bien évidemment, j'augmente encore plus la distance de sécurité en fonction des conditions météorologiques. Par temps de brouillard, lorsque la visibilité est réduite, le soir entre chien et loup, ou la nuit, mais aussi lorsque la chaussée est humide, qu'il pleut ou qu'elle est rendue glissante par la présence de neige ou de verglas. Un véhicule doit toujours avoir ses pneumatiques en contact avec le sol. C'est l'adhérence. L'adhérence est la capacité du véhicule à transmettre les forces provenant du moteur, la motricité, du freinage pour ralentir et de la force de guidage pour tourner. C'est aussi la capacité du véhicule à résister aux forces qui s'exercent sur lui, comme la force centrifuge. Mon véhicule doit être en parfait état mécanique pour bien adhérer, notamment les pneus, les roues, la suspension, mais aussi les organes de direction et le châssis. Les pneus doivent être en bon état et bien gonflés, les roues équilibrées, les ressorts de suspension et surtout les amortisseurs doivent pouvoir absorber les chocs et les oscillations qui secouent le véhicule. La direction doit être directe et stable, et le châssis ne doit pas avoir subi de déformation. Les conditions d'adhérence jouent un grand rôle sur l'adhérence elle-même. Si les conditions d'adhérence ne sont pas bonnes, la chaussée est mouillée, les pneus doivent évacuer l'eau avant d'adhérer. L'adhérence est réduite de moitié entre une chaussée sèche et une chaussée mouillée. Le coefficient d'adhérence dépasse 0,8 sur route sèche
et tombe à 0,4 sur une chaussée mouillée. L'adhérence d'un véhicule peut non seulement diminuer, mais aussi totalement disparaître. C'est la perte d'adhérence. Lorsque le pneu n'évacue plus assez d'eau, un coin d'eau se forme devant lui, puis le soulève. C'est l'aquaplanage ou l'aquaplaning. Le pneumatique n'est plus en contact direct avec la route, il flotte. Pour retrouver de l'adhérence, il faut ralentir progressivement sans freiner, car la roue se bloquerait immédiatement. Le passage dans une flaque d'eau produit non seulement un aquaplanage, mais aussi une perte de direction sur un seul point, soit sur une roue, soit sur le train avant, et à vitesse élevée, le véhicule peut déraper, voire se renverser. Attention, les flaques d'eau peuvent cacher un nid de poule. En passant près des piétons, je veille à ne pas les éclabousser. La perte d'adhérence peut être brutale en cas de rafale de vent. Les lieux où ce risque existe sont annoncés par ce panneau, vent latéral. Il est généralement suivi d'une manche à air qui permet d'apprécier la force et la direction du vent. Dans ce cas, il faut réduire sa vitesse. Il faut également prévoir ce déport latéral dans le cas du dépassement d'un véhicule lourd. Celui-ci peut protéger momentanément du vent et à la fin du dépassement, le conducteur risque de faire un écart brutal de trajectoire. La neige est un ennemi de l'adhérence. Je suis très vite en danger si je roule à allure soutenue lorsqu'il neige, parce que les pneus n'assurent plus une adhérence correcte. Le verglas se forme par plaques quand l'air est humide, le sol froid et la température proche de 0 degré, surtout dans les endroits exposés au vent, abrités du soleil, tunnels, ponts, près des bois et des rivières. Le verglas a pour conséquence la perte totale de l'adhérence. Les chaînes, autorisées seulement sur route enneigée, permettent de circuler sur la neige épaisse. Cet équipement peut être obligatoire sur au moins 2 roues motrices. Vitesse maximale conseillée, 50 km/h. Des pneus neige dits hiver, thermogomme, contact ou lamellisés sont adaptés à la conduite hivernale, faible couche de neige, pluie. Ils sont identifiables grâce aux lettres MS sur leur flanc. Les pneus à crampons ou cloutés peuvent faciliter la conduite sur verglas. Leur usage est autorisé entre le premier samedi précédant le 11 novembre et le dernier dimanche de mars. La vitesse est alors limitée à 90 km/h maximum. Un disque doit être placé à l'arrière gauche du véhicule. Rouler vite a des conséquences évidentes en cas d'accident, mais aussi de nombreuses conséquences induites, souvent sournoises, que le conducteur ne maîtrise pas forcément très bien. Voyons-les ensemble. Sur 100 km sur autoroute, si je roule à 130 km/h au lieu de 120 km/h, je ne gagne que 4 minutes seulement. Ce n'est qu'un aspect bien visible, mais rouler plus vite fait aussi consommer plus et polluer plus. C'est une activité soutenue qui fatigue plus qu'à vitesse modérée. C'est un comportement individualiste propre à tous les conducteurs qui se croient seuls au monde.